Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'export de notre première voiture 100% électrique, une Renault Scénic E-Tech dans sa version iconique, la version haut de gamme du Scénic ici en Angleterre. 220 chevaux, batterie longue durée et bien sûr en RHD, donc le volant est à droite. Donc je vous ai dit que c'était notre première voiture électrique, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est la deuxième. La première, c'était également un Renault Scénic de couleur blanche. Là, c'est le gris. C'est le deuxième qu'on va exporter et on va tout de suite répondre à la question qui nous a été posée 150 fois sur Facebook, puisqu'on est beaucoup plus actif sur Facebook. L'âge aidant, on est plus sur ce réseau que sur d'autres. C'est quel est l'intérêt d'acheter cette voiture? Pourquoi avoir pris deux Renault Scénic avec le volant à droite, neuf? Quel est l'avantage financier et tout ça? Eh ben, l'avantage financier, il y en a aucun. Désolé de vous dire ça, mais c'est même plus cher avec le volant à droite que le volant à gauche. Si on prend le cours de la sterling, les taxes à l'import, on se retrouve avec un véhicule qui est globalement plus cher. Donc, quand on vous dit que ce qui compte dans la vente, toujours d'une voiture, c'est l'offre et la demande. Pas d'offre en France, mais de la demande pour deux véhicules. Et donc, le client est passé par nous. On ne peut pas en dire plus sur la nature du client. D'habitude, on fait des photos, on expose, on donne un peu plus d'infos. Mais là, on est sous confidentialité pour l'instant, donc on ne dit rien. Toujours est-il que ces deux voitures sont commandées. La première est livrée, la deuxième s'apprête à être livrée. Et tout de suite, on va vous faire voir un petit peu cette voiture. Et nous, sincèrement, on a vraiment beaucoup aimé. Et il faut reconnaître que Renault a fait de gros efforts et on veut voir ça tout de suite. Moi, ma partie préférée sur la voiture, c'est la face avant de cette dernière. Elle est vraiment, je trouve, hyper réussie, un poil agressif. Et alors là, ça, ce mix de ces petits losanges là, qui rappellent du coup le logo Renault, qui font un mélange avec du noir brillant, plus là, vous avez les mêmes motifs de couleur carrosserie, derrière une espèce de vitre ou de plastique transparent. Alors, franchement, là, je trouve ça super. Et regardez un petit peu comme ça, l'avant, très très agressif, un peu nez de requin. Là, vous avez vos feux de jour. Là, vous avez pas mal de plis carrosserie qui la rendent jolie. Là, ce plastique qu'on retrouve rainuré, qu'on retrouve un petit peu partout autour de la voiture. Et je trouve donc l'ensemble très réussi. À voir si dans le temps ça va bien se conserver. Je pense que les 5 premières années il ne devrait pas y avoir de soucis. À voir bien sûr, malheureusement, dès qu'il y a du plastique, dès que c'est un petit peu compliqué, bah oui, c'est pas forcément facile pour le vieillissement des matériaux. À voir. Mais toujours est-il que quand on regarde la voiture et qu'on veut l'acheter tout de suite, on trouve ça, moi je trouve ça plutôt réussi et plutôt joli. Et on a ces grandes jantes de 20 pouces sur le côté et vous avez les écrous qui sont cachés derrière cette partie. Bon, les pneus, des pneus Michelin, Iprimacy, c'est pour les modèles électriques. Et là, je me recule un petit peu. Et là, c'est le profil de cette voiture et on voit bien du coup cette partie là qui remonte derrière, cette partie là qui descend un petit peu, ça cette pièce d'une couleur différente et ça donne un joli look à la voiture. Ça lui donne un petit peu de l'assise, un petit peu comme ça, donc c'est plutôt réussi. Les flancs, c'est pareil, là c'est le plastique que je vous ai fait voir sur la partie avant qu'on retrouve, qui sont bien sculptés et creusés. Donc c'est joli. Et vous avez les poignées rétractables qui du coup sortent quand vous approchez de la voiture et se rétractent quand vous vous éloignez. La partie arrière est bien réussie également.
On voit bien le travail qui a été fait sur l'arrière, et les feux, ça rappelle automatiquement une Mégane. Même des anciennes générations, on voit tout de suite la signature Renault à l'arrière. Là, vous avez pareil le logo qui est positionné de façon plutôt droite, alors que le pli de carrosserie il est rentré. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez un petit déport ici, et vous avez des déports aussi ici de chaque côté du pare-choc. Donc ça lui donne, ça peut paraître gadget, mais ça lui donne un petit côté sympa. Et c'est pareil, vous avez encore ici un plastique brillant qui rend plutôt bien, et l'ensemble est cohérent. Petite surface vitrée à l'arrière, mais je vais vous faire voir après. Ici, là, vous avez, je crois qu'elle est ici, je la vois pas. Ah non, elle est même pas ici. Bah, elle est où alors la caméra? Vous avez en fait, vous avez le miroir qui se transforme en caméra, et je ne sais pas où est la caméra. Bah tiens, bah si vous le savez, où est la caméra sur la partie arrière du Scénic, bah mettez-le dans les commentaires. Au niveau de l'intérieur, comme on l'a dit déjà dans une précédente vidéo, il y a un véritable effet waouh. Ah bah là, ça c'est juste refermé. Alors soit je m'éloigne, soit je trouve la clé. Voilà, j'ai la clé. Hop. Et l'allumage des deux dalles, ouais, il y a un petit côté spectacle. Bon, je pense qu'au bout d'un mois, on a complètement oublié cette animation quand on rentre dans la voiture. Mais il faut reconnaître que ça donne un petit effet waouh, comme je le dis, quand on monte à bord. Et je trouve ça sympa. Alors certains vont dire que c'est gadget, mais bon, ça fait toujours plaisir de se sentir bien quand on monte dans une voiture. Et je pense que c'est vraiment ce que Renault a voulu faire. C'est parce que quand on voit aussi les sièges qui sont plutôt jolis, les efforts qu'ils ont fait un petit peu partout sur la voiture, bah, je pense que le fait que ce soit en plus une voiture 100% électrique, je pense qu'ils ont voulu vraiment proposer une expérience apaisante de la conduite. Peut-être pas plus mal, parmi les temps qui courent, de trouver un petit peu de quiétude, surtout quand on monte dans une voiture. La première chose que vous faites généralement quand vous montez dans une voiture, bah, vous posez votre téléphone quelque part, et bah là, ici, directement, là, enfin ici, de ce côté-là, pour pouvoir charger votre téléphone, parce que là, vous avez un chargeur à induction. Vous démarrez. Donc ça, vous voyez, c'est le rétro caméra. Vous basculez ici. Vous avez votre vision normale. Vous basculez ici. Vous avez une caméra qui vous filme l'arrière. Donc là, on va fermer la porte parce que sinon, elle va pas arrêter de sonner. Vous appuyez sur Power. Alors, j'avais déjà appuyé sur Power. Rappuyez sur Power. Il faut que ça vous marque Ready. Et le petit point négatif, on va dire, dans l'ergonomie, c'est que on a du mal à venir chercher ça. Il faut vraiment prendre l'habitude pour la passer en drive. Une paire de fois, j'ai attrapé là ce levier-là qui est en fait pour les essuie-glaces. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, c'est parti, accéléré. Bon, on va rester sur P. Votre info multimédia. Donc ici, avec votre Google Assistant, alors vous pouvez bien sûr tout paramétrer. Là, pour l'instant, j'ai tout laissé en anglais. Donc quand je vais le mettre avec vous directement en français, si je le trouve dans les settings, update system, language, English, on va mettre. Pour notre client, bon, je pense que notre client est bilingue, mais on va lui mettre en français. Voilà. Synthèse vocale. Est-ce que c'est ici? Saisie automatique Google. Et unité, on va mettre la vitesse, on va la laisser en miles parce que je suis encore en Angleterre. Enfin bon, vous pouvez tout paramétrer. Vous avez votre volant chauffant, vos sièges chauffants ici. Là, vous avez les applications en accès direct, votre accès au téléphone. Donc moi, mon téléphone, je ne l'ai pas encore enregistré en Bluetooth. Là, votre musique. Alors ici, on a tous les radios UK.
vous retournez à la maison et là donc du coup pour aller quelque part, bah, évidemment vous mettez l'adresse. Donc là on va mettre Port of Dover, c'est par là. Voilà, il vous calcule l'itinéraire. Et donc voilà, si vous êtes en aller simple, donc il vous dit là en ce moment il y a 3h16, donc ça c'est parce qu'il y a un petit peu de bouchons un peu partout. L'heure d'arrivée, les 35%, ça c'est ce qui vous reste à la batterie quand vous arrivez sur place. Et moins de 30% de retour, ça veut dire que bah, si vous voulez revenir à votre point de départ, il faudra automatiquement faire un arrêt. Donc là vous appuyez sur démarrer. Et voilà, là il vous remet un petit rappel au niveau du compteur. Et ce qui est plutôt bien, c'est que évidemment, la première question qu'on se pose avec les électriques, c'est l'autonomie. En utilisant le système intégré du Scénic, en fait, il va calculer en temps réel votre consommation de batterie. Si vous n'êtes pas prévu pour arriver à bon port avec la charge qui vous reste dans la voiture, il va vous proposer un arrêt et il va vous mettre quand la borne a été utilisée pour la dernière fois. Donc, vous savez que vous n'allez pas tomber sur une borne en panne et il se met à jour automatiquement. Sur le premier Scénic qu'on a fait, comme je l'ai dit, on était parti avec 93% de batterie et on arrivait au port de Dover, 2h45 d'autoroute, 70 miles, donc ça fait 110 km/h, c'est la vitesse légale ici. Et quand on est arrivé après 2h45 d'autoroute, il nous restait 19% de batterie en étant parti à 93. Donc c'est plutôt pas mal. On a rechargé à la sortie du ferry. Évidemment, les voitures électriques ne sont pas faites pour l'autoroute. Évidemment, la batterie était neuve. Évidemment, on était dans de bonnes conditions. Il ne faisait pas trop froid. Seul à bord, la clim en mode normal. Voilà, il n'y avait pas de grand-chose qui consommait sur la batterie. À voir bien sûr dans 5 ans, quand la batterie elle aura pris quelques cycles de charge et de décharge dans les dents, à voir ce qu'elle donne. Mais de toute façon, moi, au bout de 2h45, quand je suis sur l'autoroute, je m'arrête, quoi. Donc là, je me suis arrêté forcément pour prendre le ferry, mais je serais en France, je me serais arrêté au bout de 2h45, 3h. Après, est-ce que j'aurais fait les 3 heures d'autoroute en France, sachant que j'aurais roulé à 130, parce que je suis pas du genre, c'est pas parce que la voiture c'est une électrique ou qu'elle consomme beaucoup que je vais réduire ma vitesse. Je vais pas me mettre à 110 si c'est 130. Si la vitesse limitée c'est 130, je me cale toujours au régulateur à 130. Donc, est-ce que j'aurais pu atteindre les 3 heures d'autoroute? Ben, je sais pas. Voilà, après, on le sait, hein, quand on achète une électrique, c'est pas vraiment pour faire des bornes et des bornes sur l'autoroute, c'est pour faire le trajet de tous les jours, c'est pour faire aller faire les courses, aller chercher les enfants à l'école et puis faire des économies à ce niveau-là. Au niveau de la conduite, c'est une voiture qui est très agréable. Vous avez ici les palettes de régénération et en fait, vous augmentez, vous baissez et du coup, quand vous levez le pied, ça va freiner automatiquement, entre guillemets, plus fort ou moins fort. Et en fait, ça va recharger plus facilement votre batterie. Quand vous la mettez à fond, bah, si vous arrivez à rond-point, même si vous roulez à 110, il faut vraiment lâcher au dernier moment. Parce que la voiture, elle s'arrête comme il faut. Elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Mais elle descend ou pas, quoi. On doit être à 10-15 km/h en vitesse minimum. En dehors de ça, la voiture est plutôt confortable, les sièges sont un peu fermes. Ce qui pêche un peu, c'est les bruits d'air sur l'autoroute. Moi, j'ai trouvé que la voiture était plus bruyante que le Discovery qu'on a en ce moment quand on est sur l'autoroute, quoi. Donc, alors que c'est un moteur électrique et que de l'autre côté, on a un 6 cylindres diesel, quoi, qui n'est pas réputé non plus pour les moteurs Land Rover, ne sont pas réputés pour avoir un son extraordinaire et un son discret, c'est plutôt un son agricole. Donc ça, le mauvais petit point. Et autre chose, c'est la lecture automatisée des panneaux de limitation de vitesse.
Et ça marche pas bien, quoi. Ça et encore heureux, en fait, alors peut-être qu'il y a une option, mais j'ai regardé, moi, c'était pas activé. Hem, Encore heureux que vous mettez pas votre régulateur de vitesse qui s'adapte, au panneau qui lit, quoi. Parce qu'un coup de temps en temps, vous savez pas pourquoi, vous avez un panneau 50 sur le côté de l'autoroute pour risque de verglas ou ce genre de choses, enfin, à pas dépasser quand il y a du verglas ou ce genre de truc avec un panonceau et tout ça. Bah, des fois, il le lit pas, quoi. Donc en fait, d'un seul coup, parce que si vous faites un excès de vitesse par rapport au panneau, il se met à biper. Et d'un seul coup, vous roulez, bam, il se met à biper parce que, bah, il croit qu'on est sur l'autoroute et que c'est limité à 50, alors que pas du tout. Et là, je me dis, comme moi, je suis tout le temps régulateur, si jamais, en fait, le régulateur est lié à cette lecture de panneau, bah, là, c'est pas le crash assuré, mais je veux dire, tu pas intérêt à avoir un camion derrière toi, qui même en respectant, sa vitesse, s'il y a rien, il va être surpris, le poids qu'il fait, il pourra pas freiner. Toi, tu vas marquer un temps d'arrêt parce que tu vas te dire: «Merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture, elle s'arrête?» Et tu te fais emboutir, par un camion, quoi. Donc ça, vraiment, c'est vraiment le truc qui est pas au point, c'est la lecture, automatisée des panneaux. Alors je suis pas sûr que ce soit le système qui soit pas au point, hein. C'est tellement, je pense, le carnage en France sur la signalisation routière, que je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité, là-dedans, quoi. Parce que, la lecture des panneaux est pas toujours, très cohérente, en France. On a l'impression qu'ils foutent panneau sur panneau et qu'il y en a pas un jour qui se dit: «Bah tiens, je vais prendre la route, je vais regarder un petit peu la cohérence de tout ça et je vais voir si ça correspond». Bah, apparemment, c'est pas dans les mœurs de faire ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le point négatif, qu'il y a, sur la voiture. Ensuite, bah, le reste, ça se conduit très bien. Vous avez une sono Harman Kardon, juste ici. Donc plutôt sympa, la qualité du son est bonne. La lecture, donc tout ça, vous avez plein de choses, hein, tout est paramétrable. Donc c'est plutôt sympa de trouver ces petites habitudes d'avoir la voiture un petit peu comme on la veut. Dernière petite, innovation que je voulais vous faire voir, c'est le toit, en fait, panoramique, qui apparemment, vous pouvez aussi le commander, vocalement. Alors je vais essayer. «Hey Google, peux-tu ouvrir le toit ouvrant?» Excusez-moi, je ne peux pas contrôler cette fonction dans cette voiture. Bon, bah, apparemment, il ne peut pas contrôler la fonction, dans la voiture. Et ben, c'est pas grave, on peut pas, et ben, on appuie là et vous avez du coup le toit opaque qui s'ouvre et se referme. Alors peut-être que j'ai pas utilisé la bonne commande. Si vous connaissez la bonne commande, bah, écoutez, mettez-la dans les commentaires. Je vais essayer de lui parler ici. Hey Google, coupe les sièges chauffants. Ah non, je dois dire, et Renault peut-être. Et Renault. Renault? Aucune idée. Je sais pas comment on lui parle. Je sais qu'on peut lui parler, mais... Hi Renault. Non. Aucune idée. Au niveau des places arrière, le siège devant est réglé pour moi. Et regardez tout l'espace qui me reste. Bah, c'est énorme. Il y a énormément de place à l'arrière du Scénic, plancher plat. Vous avez également là des prises USB pour recharger vos appareils. Et si vous vous mettez sur la place du milieu, bah, vous êtes un petit peu surélevé. C'est pas la même densité, mais avoir 3 adultes au niveau de la largeur, mais au niveau des jambes et de l'espace, bah, c'est plutôt correct. Chose que j'aime bien aussi, c'est que vous avez des petites feutrines dans les portes. C'est quand même sympa. Ça change. Et le coffre. Coffre électrique, comme vous l'avez vu. Là, on a le câble de recharge, les écrous. En dessous, on a de la place, plus la bombe anti-crevaison. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaierai d'éclaircir ça en post-production, mais j'espère que vous voyez bien. Bon, le seul inconvénient, c'est que, en fait, si vous avez des choses à charger, il faut quand même les lever assez haut. Et là, vous avez quand même un gros trou. Mais sinon, au niveau du volume, je pense que vous pouvez mettre des valises, empiler des valises toutes droites.
Je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et évidemment, c'est pas un Discovery de cette place où vous pouvez carrément charger un canapé dedans, mais c'est plutôt pas mal. Donc, pas mal de points positifs pour ce Renault Scénic électrique. Voilà, fin de la vidéo pour nous. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page Facebook. On vous en dira plus quand on aura le droit de communiquer sur les raisons de l'export officiel de ces deux voitures. Et donc, pourquoi le client a choisi d'importer des Scénic RHD en France. Voilà, on vous remercie de nous suivre. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.